Je n'ai pas vu son visage en premier. J'ai vu sa main, petite, gonflée par l'eau, accrochée à la corde de mon échantillon. Elle est sortie de l'eau lentement, comme si le marais ne voulait pas la lâcher. C'était en 1986. Et 40 ans plus tard, personne ne sait encore qui était cet enfant. J'ai travaillé dans les marais pendant près de 20 ans. J'y ai vu des carcasses d'animaux, des noyades, des choses difficiles à regarder. Mais rien ne m'avait préparé à ça. À l'époque, j'avais 28 ans. Je travaillais depuis presque 10 ans dans une réserve naturelle isolée du sud de la France. Ma vie se résumait à deux choses, les données et l'eau. J'étais écologue spécialisé en zone humide. J'étudiais les variations hydrologiques et leurs effets sur les sédiments, les racines, les micro-organismes. Ce n'était pas un métier spectaculaire. C'était précis, solitaire, répétitif. Mais c'est un métier où l'on apprend aussi une chose très vite. Le marais ne rend pas toujours ce qu'il prend. Je passais des journées entières à mesurer des niveaux d'eau, à installer des balises, à enfoncer des carottiers dans la vase pour prélever des échantillons. Je partais toujours avant le lever du soleil. À cette heure-là, le marais appartenait encore au silence. La brume flottait au ras des roseaux, l'eau était parfaitement lisse, on entendait parfois un héron décoller ou le bruit discret d'un poisson. Sinon, rien. Un silence presque irréel. Ce matin-là paraissait ordinaire. Je travaillais sur une étude sédimentaire dans une zone plus profonde que d'habitude. J'avais déjà récupéré 3 carottiers sans difficulté. Le 4e point se trouvait un peu plus loin, là où l'eau devenait un peu plus sombre. Le flotteur orange oscillait doucement à la surface. Je me suis approché, j'ai saisi la corde et j'ai tiré. Une résistance. Pas violente, mais ferme. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une racine immergée. J'ai relâché un peu de tension. J'ai donné de petits à-coups pour libérer l'accroche, toujours bloquée. Je me suis penché au-dessus de la barque. L'eau était noire, opaque. Dans les marais, on ne voit jamais le fond. L'eau garde tout. J'ai tiré de nouveau. Et soudain, la tension a cédé. Mais pas comme d'habitude. Ce n'était pas un décrochage net d'un objet métallique, c'était plus lourd, plus dense. Comme si quelque chose venait de se détacher d'autre chose. J'ai commencé à remonter, lentement, très lentement. La corde pesait davantage que prévu. Je m'attendais à voir émerger le métal couvert de vase. Mais ce qui est apparu en premier n'avait rien de métallique. Au début, mon esprit n'a pas compris. Une masse gonflée, pâle, distendue. Je me suis dit, un sanglier noyé, ça arrive. Puis la masse a pivoté légèrement. Et j'ai vu une main, les doigts gonflés par l'eau. À cet instant précis, le temps s'est ralenti. Je sens encore la corde glisser dans ma paume. Je sens encore l'odeur qui commence à monter. Je comprends. Ce n'est pas un animal. C'est un enfant. Je me projette en arrière si violemment que la barque tangue dangereusement. Le corps flottait maintenant à quelques mètres de moi, gonflé par les gaz de décomposition. La peau avait pris une teinte vert bleuté presque irréelle. Les jambes s'arrêtaient sous les genoux. Les pieds avaient disparu, rongés. Les poissons avaient commencé leur travail, les tortues aussi. La peau s'est décollée par plaques. À certains endroits, les tissus semblaient animés par les insectes. Malgré tout, malgré la destruction, on distinguait encore la taille. 6 ans, peut-être 8, pas plus. Le visage était partiellement effondré. Les orbites vides semblaient tourner vers le ciel gris. Des mèches de cheveux sombres collées au crâne, mêlées à la vase. Puis l'odeur m'a frappé, brutalement. Une odeur sucrée et acide à la fois, de putréfaction chaude, de vase stagnante, de mort. Je me suis penché par-dessus bord et j'ai vomi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. Je n'avais jamais vu de cadavre humain, encore moins celui d'un enfant. J'aurais dû appeler immédiatement, mais pendant plusieurs minutes, je suis resté figé. Le cerveau se protège, il coupe.
Je fixais ce petit corps qui flottait lentement, et je ne pensais plus. Il ne restait qu'un instinct. Fuir. J'ai relâché la corde, le flotteur est resté en surface. Je suis rentré au ponton, je ne me souviens plus du trajet. Je ne me souviens pas d'avoir conduit. Je suis rentré, je me suis douché 2 fois. Je frottais ma peau comme si l'odeur s'y était incrustée. Et pourtant, je la sentais encore. Pas sur moi, dans ma tête. Comme une trace fantôme. Je me suis effondré. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai appelé les autorités. Je leur ai expliqué ce que je venais de découvrir et leur ai donné les coordonnées précises. Le lendemain, un officier est venu prendre ma déposition. Il m'a posé des questions méthodiques. Des vêtements, un bijou, un signe distinctif. Je n'avais rien remarqué. Tout ce que je pouvais décrire, c'était la couleur, l'odeur et la taille. Nous sommes restés en contact quelques semaines. J'espérais qu'on identifierait l'enfant. Mais en 1986, les analyses génétiques étaient encore à leur début. On parlait à peine d'empreintes ADN. Il n'existait aucune base nationale. Et sur un corps resté longtemps dans l'eau, rongé par la faune et les bactéries, les spécialistes ont été catégoriques. Aucun profil exploitable. Aucun signalement correspondant. L'enfant a été enterré sous X. Administrativement, l'histoire était terminée. Humainement, elle ne faisait que commencer. Le dossier a été classé. Les mois suivants ont été difficiles. Je faisais des cauchemars. Je rêvais que je tirais sur une corde, encore et encore, et que ce n'était jamais un carottier. Je me réveillais avec l'impression de sentir l'odeur. Pendant des années, j'ai hésité avant de tirer sur une corde au fond de l'eau. Aujourd'hui encore, quand je repense à ce matin de 1986, ce n'est pas l'image qui me hante le plus. C'est l'absence de réponse. Un accident, une noyade, ou pire. Et surtout, je pense à ses parents. Quelque part, quelqu'un s'est couché un soir sans savoir que son enfant ne rentrerait jamais. Sans vérité, sans explication, sans savoir où aller déposer des fleurs. Et ça, c'est peut-être la seule chose que le marais n'a jamais rendue. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker ou de laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.